c'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Aujourd'hui dans Métropolitique, le tunnel sous la Manche. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. Est tombée l'injonction d'installer un dispositif censé repousser des animaux infectés par la rage. On était tous convaincus de faire quelque chose d'utile, d'important, et on avait les moyens. Mais les alarmes incendie n'étaient donc pas affichées dans la salle de contrôle du mouvement des trains. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts, et désormais dans Métropolitique. L'épisode sur le tunnel sous la Manche est dans nos cartons depuis le début de Métropolitique. Ce n'est pas pour rien si l'expérience de Michel au sein du tunnel sous la Manche est mentionnée dans l'introduction du tout premier épisode de ce podcast. En préparant le sujet, je suis tombé entre autres sur l'épisode dédié de la célèbre émission C'est pas sorcier, jadis diffusée sur France 3. Je l'ai envoyé à votre expert favori et ce dernier valide tout et vous le recommande chaudement. Le travail de vulgarisation des aspects techniques est d'une telle qualité que nous avons décidé de choisir un autre angle d'attaque pour notre épisode, celui du vécu de l'intérieur par un ingénieur expatrié en terre anglaise. Michel, avant de nous raconter vos meilleures anecdotes, pouvez-vous nous faire un petit rappel technique sur le tunnel sous la Manche ? Donc c'est une réalisation non pas unique parce que les Japonais ont le tunnel du Sécan, qui est un tunnel sous la mer ferroviaire et à peu près de la même longueur, mais néanmoins, ce tunnel sous la Manche s'inscrit dans les grands projets ferroviaires de la planète et mérite quelques explications techniques. Il s'agit en réalité de 2 tubes de 50 km chacun qui hébergent chacun d'eux une seule voie ferrée. C'est un projet bitube et complété par un 3e tunnel entre les 2 tunnels ferroviaires de diamètre plus petit et qui permet de faire circuler des véhicules de service, des petits véhicules autonomes à moteur thermique et aussi d'offrir surtout des cheminements d'évacuation en cas de problème quelconque, d'incendie, etc. Donc on est sur un complexe qui fait 150 km de creusement sous la mer et sous la terre, puisque lorsque l'on arrive à Douvres, côté anglais, le tunnel court pendant une 12aine de kilomètres sous les terres pour déboucher finalement à Folkestone, où ils avaient trouvé un espace suffisamment grand et à peu près plat pour héberger le terminal côté anglais, avec les voies de garage, etc. Donc on est dans la démesure, on est dans un projet ambitieux qui avait nourri des tas d'espoirs, qui avait fait l'objet d'une première tentative dans les années 70, qui s'était heurté à une carence de financement. Et celui-ci, il a été construit sur fonds privés, ce qui bien sûr était habillé de toutes les vertus. On pourra peut-être voir que la vertu a surtout permis à beaucoup d'entreprises de vivre grassement pendant une dizaine d'années. Comment avez-vous été amené à travailler sur le tunnel sous la Manche ? À l'époque, je travaillais pour une filiale de la RATP qui s'appelait encore Sofretu. On avait nos cousins de la filiale Sofrairail, filiale de la SNCF, et on était donc 2 réservoirs d'ingénieurs dans les domaines ferroviaires dont avait fort besoin une grosse entreprise de construction qui était le consortium TML, Transmanche Link. Et donc, ils embauchaient à tour de bras pour constituer des équipes de maîtrise d'œuvre et de supervision de construction. Donc, c'était assez facile finalement. Il suffisait de se déclarer partant pour l'aventure, de parler anglais, d'être prêt pour certains d'entre nous à s'expatrier, et puis pour une durée qui n'était pas définie. Donc finalement, l'aventure existe aussi à 30 km des côtes françaises. Et quel était votre rôle sur place ? Alors, je me suis occupé d'une discipline qu'on va classer dans les courants faibles, c'est-à-dire principalement, mon activité principale a été de superviser la conception, l'installation et les essais du tableau de contrôle optique. Dans la salle de contrôle ferroviaire principale qui est située en Angleterre, il y a un immense tableau qui fait 25 mètres de long, 3,50 mètres de haut en demi-cercle, sur lequel on affiche tous les mouvements des trains, plus un certain nombre d'autres informations. Donc c'est un bel exercice de supervision des trains, des mobiles et de SCADA pour dire Supervision Control and Data Acquisition, ce qui veut dire gestion technique centralisée en français. Donc c'est le cœur, c'est le centre vital du tunnel, dont je me suis occupé d'une partie, très modestement. Quelle est la première anecdote qui vous vient à l'esprit ? Alors, il faut bien voir qu'il y a un gros choc culturel, une grosse méfiance côté anglais, côté population, mais aussi côté institutions, et en particulier les institutions sanitaires. Vous savez qu'on ne peut pas aller en vacances en Angleterre avec son chien ou son chat.
ou alors vous devez laisser l'animal en quarantaine. Donc c'est totalement incompatible avec des vacances d'une semaine. Donc ça, très bien, on oublie les chiens et les chats. Le Royaume-Uni se targue d'être libre de toute rage. Et donc, les contrôles sanitaires pour des tas d'animaux sur pied vivants visent à éliminer tout risque de contamination sur le pays. Une âme bien informée a évoqué que les rats, les renards, voire d'autres animaux, étaient de bons vecteurs de la rage. Les oiseaux, on ne savait pas trop, donc puis s'en prémunir, empêcher un oiseau de voler, c'est toujours un peu délicat. En revanche, des animaux à pattes au sol, voilà un bon sujet. Et donc, en cours de réalisation, les tunnels étaient déjà construits, on avait commencé à poser les voies, on était très très avancés, et est tombée l'injonction d'installer un dispositif censé repousser des animaux infectés par la rage, donc typiquement des renards. Bon, alors il a fallu trouver une solution technique, ça a consisté à concevoir une sorte de grille qu'on allait poser au sol. Et donc une grille, c'est fait de 2 peignes embrassés, chaque peigne étant à une différence de potentiel, ce qui fait que si on marche sur le peigne, on va toucher simultanément des branches du premier peigne et des branches du deuxième peigne, donc on s'expose à la tension qui sera appliquée entre les 2 peignes. Donc on va alimenter ça avec un générateur d'impulsion qui sert aux clôtures électriques pour les bovins, et puis on fait les essais, et à un moment donné, il faut faire un prototype et tester, hors site. Qu'à cela ne tienne, on monte une cabane côté France, là où il y a des renards infectés bien évidemment, et on installe un prototype de la grille, on l'alimente avec le générateur d'impulsion 1500 volts, on amène dans une cage un renard sain et un renard enragé. Donc là, le dispositif permet d'ouvrir la cage du renard, on met de la nourriture au fond de l'abri qui a été construit, et le premier renard sain voit et sent la nourriture, mais effectivement, avec ses moustaches ou avec je ne sais quel moyen de détection de cet animal, il sent que marcher sur la grille ne va pas être bon pour lui, il ne traverse pas. Victoire. Très bien. Mais il va falloir essayer avec le renard enragé. On récupère le renard sain et on ouvre la cage du renard enragé, lequel, n'ayant rien à perdre, se précipite au fond de la cage pour manger, et donc il a marché allègrement sur les grilles avec le 1500 volts qui lui a chatouillé les pattes. Et donc, conclusion, on avait vu que le dispositif ne servait à rien. Néanmoins, on l'a conservé et on l'a installé. Et donc, il y a 3 grilles côté France sur les 3 débouchés de tunnel. Et puis, pour faire bonne mesure, on en a mis 3 côté Angleterre, des fois que certains réussissent à franchir et à marcher 50 km dans l'obscurité. On n'est jamais trop sûr. L'anecdote ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que quelqu'un a dit, oui, mais alors, et si quelqu'un marche sur la grille électrifiée, qu'est-ce qui va se passer ? Il y avait un directeur technique qui était une sorte de petit dictateur, un Français, qui a demandé, alors, un volontaire pour marcher. Bien sûr, personne ne s'est désigné. Alors, il a désigné d'une manière très militaire, très autoritaire, un individu qui était avec nous autour de la station d'essai. Bien évidemment, il a désigné un Anglais en lui disant « You, walk on the grid ». L'Anglais s'est exécuté parce que quand un ordre est donné avec une telle autorité, on ne peut pas faire autrement. Heureusement, il était bien chaussé. Le caoutchouc de ses semelles permettait de résister à une tension de 1500 volts. Il a marché sur la grille sans souffrir. Enfin voilà un peu l'état d'esprit qui illustre bien le quotidien de notre vie pendant la construction du tunnel. Comment avez-vous trouvé le renard enragé ? Mais il suffit de s'adresser au service vétérinaire et en France, il y a tout ce qu'on veut. La rage est très très répandue et bien évidemment, en quelques semaines, on a eu trouvé un renard enragé, avec toutes les précautions qui s'imposent, mais on avait l'animal. Et donc du coup, ce dispositif n'était pas si dissuasif que ça ? C'était plus pour rassurer nos amis anglais ? Au final, oui, on n'a pas été chanter sur les toits que le renard enragé avait franchi la grille sans coup férir, et on a quand même installé le dispositif. Il y a eu un silence convenu autour de l'événement. Alors, quelques semaines après, une publication qui circulait en Angleterre, publication d'une société savante, dont j'ai oublié le nom, avait sorti un article, opportunément. Je pense que la coïncidence n'est pas totalement par hasard, parlant d'un autre animal vecteur de la rage, qui est la chauve-souris. Alors là, grave, parce que la chauve-souris, bien sûr, ça vole. Et puis, si c'est fatigué, ça peut s'accrocher à n'importe quelle structure. Dans un tunnel, il y a tout ce qu'il faut pour rester accroché en l'air. Et comme ça, de proche en proche, on peut aisément comprendre qu'une chauve-souris, enragée ou pas, si elle voulait vraiment traverser la Manche par le tunnel, elle y arriverait, quoi. Et là, il n'y a pas de grille électrifiée qui vaille. Depuis l'inauguration du tunnel, on n'a jamais relaté de cas de rage sur cette belle terre, donc finalement.
Très bien, Michel, vous démarrez fort cet épisode. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes en tête ? Alors, il y en a une qui est moins joyeuse puisqu'elle touche à l'approche que l'on avait de la sécurité. Les 3 tunnels étaient percés, construits, en cours d'équipement. Et le consortium de réalisation s'est trouvé à court de financement. Il a fallu organiser un tour de table, comme on dit, pour lever des fonds. Tout le monde ne s'est pas précipité parce que la rentabilité économique à long terme de ce lien fixe, comme on l'appelle, sans avoir trop d'idées de la tarification, était très incertaine. Mais quand même, des Japonais, les banques japonaises se sont présentées et proposaient un financement, mais à condition d'avoir un regard sur la conception, la fabrication, les études de sécurité, etc. Très bien, les dossiers leur ont été ouverts et ils ont noté qu'il n'y avait pas, et là je vous demande de me croire, de détection incendie dans ce tunnel, dans les 3 tunnels. Donc ils ont conditionné leur apport de fonds à l'installation d'un système de détection incendie. Je dis bien de détection parce que la protection, il y en avait, on y viendra après. Il a fallu faire appel à un fournisseur de plus dans ce consortium qui est venu avec ses solutions classiques de détection incendie. Donc, en d'autres termes, tous les 250 mètres, on a mis un tuyau percé en voûte de chaque tunnel avec une centrale d'aspiration pour aspirer l'air. Et la détection incendie se faisait sur 2 ou 3 niveaux. Il y avait de l'opacimétrie, c'est-à-dire que si on aspire de l'air pollué par la fumée et qu'on l'analyse dans une chambre noire, on va détecter que cet air est chargé de fumée, donc on soupçonne qu'il y a un feu. Il y avait une détection d'ultraviolet et aussi une détection thermique. Et pour avoir un feu confirmé, il fallait au moins 2 alarmes sur 3 simultanées pour éviter de déclencher des faux positifs, des fausses alarmes. Ensuite, il a fallu trouver où afficher ces alarmes. Donc, il y avait des centaines et des centaines de points de mesure qui n'étaient pas initialement prévus. Et on était un certain nombre, dont je faisais partie, puisque je m'occupais du tableau de contrôle optique, du centre de contrôle. Il y a peut-être moyen, il y a peut-être encore de la place pour afficher ces alarmes incendie sur le tableau qui visualise la position des trains. Ça me semblait utile pour l'exploitant de savoir qu'à un endroit ou à un autre du tunnel, il y avait un incendie avéré, à confirmer, mais au moins une alarme confirmée. Bon, pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible, mais surtout pour des raisons d'organisation. Les pompiers, de part et d'autre, pompiers français, pompiers anglais, ne voulaient pas que l'information d'incendie arrive chez les exploitants, ils voulaient un PC incendie. Qu'à cela ne tienne, on a donc fait un PC incendie de chaque côté, mais les alarmes incendie n'étaient donc pas affichées dans la salle de contrôle du mouvement des trains. Donc tout le monde était satisfait, on a inauguré le tunnel comme ça, et très très peu de temps après l'ouverture du tunnel, quelques mois après, un premier incendie s'est déclaré, très très sévère, parce que la forme du tunnel, ça ressemble fort à un four, donc dès que ça commence à brûler, la chaleur se concentre au sommet. Donc il y a eu un premier incendie extrêmement dévastateur qui a ruiné 300 mètres de tunnel avec tout ce qu'il y a dans un tunnel. Les rails ressemblaient à des spaghettis, tous les équipements avaient fondu. Enfin, il a fallu des mois et des mois d'une exploitation en alternance sur un seul des tubes pendant lequel on réparait les dégâts. Et comme ça n'a pas suffi, il y a eu un deuxième incendie 2 ans après, 2 ou 3 ans après, comme quoi la détection incendie n'était pas une vaine crainte de la part des investisseurs japonais qui s'étaient présentés. Là, j'ai parlé de détection, mais il y a la lutte contre l'incendie. La lutte contre l'incendie, c'est, grosso modo, est-ce que je peux disposer d'eau, mettre de l'eau à disposition des pompiers pour arroser, parce que c'est encore ce qui marche le mieux dans la plupart des cas. Très bien, on a imaginé une conduite humide, c'est-à-dire chargée d'eau permanence, parce que contrairement à une conduite sèche, il aurait fallu quelques heures pour la remplir, pour disposer de l'eau au niveau de la bouche d'incendie au plus proche du désordre. Donc, ce sont des conduites humides, chargées d'eau en permanence, qui sont installés dans les 2 tunnels ferroviaires. Mais quand il s'est agi de regarder comment les pompiers des 2 pays allaient pouvoir brancher leurs tuyaux, eh bien, ils n'avaient bien évidemment pas les mêmes systèmes d'accrochage. Donc, il a fallu doubler les bornes d'incendie pour que les pompiers anglais puissent intervenir jusqu'en France, selon l'endroit où l'accessibilité à un incendie, et réciproquement que les pompiers français puissent intervenir dans un tube ou l'autre jusqu'en Angleterre, à quelque endroit que ce soit. Donc on se retrouve avec doublement des bouches d'incendie. Ce n'est pas la seule anecdote technique à laquelle on a été confronté. Comment vous êtes-vous acclimaté à ce monde professionnel anglais ? Ça mérite quelques anecdotes parce que on est en terre étrangère. Un Français ou un continental dans un environnement professionnel d'ingénieur anglais, ça demande effectivement, le mot acclimaté me convient bien. Premier exemple, on n'avait pas de cantine. On était installé à Folkestone, au plus proche du chantier. Et le midi, on avait un traiteur qui venait avec son petit chariot à roulettes nous proposer des sandwichs triangulaires en pain de mie
qu'on était censé déguster sur notre bureau, l'endroit le plus propre du monde, c'est bien connu, devant l'ordinateur. Manger du pain de mie froid sur le bureau pour un Français, ça dure pas longtemps. Et donc, il y a eu une levée de boutique. Assez rapidement, finalement, on n'a pas eu à se battre énormément. On a eu une vraie cantine avec des plats chauds. Et les premiers clients de cette cantine, bien évidemment, étaient les Anglais. Puisqu'on est en train de parler de cantine, il y a une anecdote dans l'anecdote. C'est-à-dire que côté France, où étaient basés les gros civilistes, ceux qui creusaient, et avec les plus gros moyens, avec les plus gros budgets, et avec la tradition de bon vivant des civilistes. Ceux qui connaissent le métier me comprendront. Donc la cantine côté France, c'était pas une cantine, finalement. C'était une sorte de restaurant géant où on faisait ripaille tous les jours, où on pouvait trouver du gibier. Fréquemment, on avait du sanglier. À l'époque, on pouvait commander une bouteille de vin et la partager en toute sympathie avec ses commensaux. Enfin, ça se passait bien. Donc finalement, quand il y avait des réunions de travail et qu'on avait le choix de les organiser soit côté anglais, soit côté France, il y avait toujours une forte pression de la part de nos amis anglais pour que ça se passe en France. Donc ça permettait de monter dans les voitures, on prenait le ferry, donc tout ça c'était du temps où on pouvait deviser avec nos collègues, on refaisait le projet sur le bateau bien sûr, pour arriver à la réunion côté France, et puis avec une grande impatience on se précipitait à cette cantine qui encore une fois était un restaurant où on pouvait faire ripaille, donc ça faisait une bonne journée quoi. Donc à chaque fois qu'on avait l'opportunité de faire ce genre de réunion côté France, on ne s'en privait pas pour le bien du projet bien évidemment. Auriez-vous une autre histoire illustrant le monde du travail en Angleterre ? Le management à l'anglaise, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas coutumier. Il y avait un directeur des services techniques, celui qui avait intimé l'ordre à un Anglais d'aller tester la grille contre les renards enragés. Ce monsieur avait une réputation d'être un petit dictateur. Effectivement, il faisait avancer les choses, mais au prix d'un régime de la terreur. Ça fait qu'il était profondément détesté, bien qu'on reconnaissait son efficacité. Mais à force de tirer sur la corde, ils ont décidé de se débarrasser de ce monsieur. Et alors là, ça a été fait en toute délicatesse. C'est-à-dire qu'il est arrivé le matin en pestant comme d'habitude. Il y avait toujours un motif d'insatisfaction. Il arrive devant son bureau, lequel était fermé à clé, et on lui ouvre, et il trouve ses affaires perso, c'est-à-dire la photo de son chien, sa calculatrice et puis son cendrier, dans une caisse en carton. Et on lui dit, monsieur, vous pouvez rentrer en France, c'est terminé. Voilà, donc c'est quand même des méthodes un peu violentes. Et donc comme oraison pour saluer son départ, je me souviens, moi j'étais dans le bureau de mon chef anglais au moment où le limogeage de ce chef français, de ce grand chef français est intervenu. On était à deux à parler technique dans le bureau de ce patron anglais. Arrive un coup de téléphone, j'entends que la moitié de la conversation, bien évidemment. Je comprends que l'autre a été limogé et mon chef anglais au téléphone échange avec son interlocuteur et dit « Well, he was a character, but he was a bastard ». S'il y a besoin de le traduire, c'était un personnage, mais c'était, le bastard. Ça, je le traduis pas. Le monde du travail anglais est quand même assez différent du monde du travail français, du moins à l'époque. Je crois que vous êtes resté 4 ans sur place. Comment le chantier était-il perçu par la population locale ? Alors, très contrasté. Il y a forcément une frange de la population qui voyait d'un bon œil de ne plus avoir à subir les aléas des ferries, avec les intempéries, la difficulté de traverser sur une mer agitée. On avait une catégorie de la population qui était tout à fait favorable, tout à fait ouverte à cette connexion, à ce lien fixe, comme on l'appelait. Mais quand on regardait les tabloïds, là, c'était une toute autre musique. Par exemple, on y trouvait régulièrement des articles évoquant que même Napoléon n'avait pas réussi, alors qu'il en avait eu l'intention, à envahir l'Angleterre. Il avait même imaginé lui-même un tunnel. Et puis quand le premier train, la première loco qui avait été assemblée en République tchèque est arrivée, et il fallait la conduire en Angleterre, alors que le tunnel était déjà opérationnel pour les essais. Donc cette première loco, haut le pied, c'est-à-dire sans attelage seul, traverse le tunnel sous la Manche. C'est un succès, ça permettait de valider l'alimentation électrique, enfin beaucoup de choses. Et les tabloïds ont titré que c'était la première fois qu'un train continental avait posé les roues sur des rails en Angleterre, avec un soupçon d'angoisse face à l'envahisseur qui se profilait. Et j'ai une autre anecdote dans le même genre. Les équipements constituant le tableau de contrôle optique dont je m'occupais étaient fabriqués, assemblés en France, du côté de Nantes, et donc à un moment donné, il a fallu livrer cet équipement. Donc je vous rappelle, un châssis métallique de 25 mètres de long, 3,50 mètres de haut, dans lequel on allait accrocher des dispositifs d'affichage, enfin quelque chose d'assez gros. Donc très bien, c'est un smirmorque. Le smirmorque traverse la Manche sur un ferry, arrive au port de Douvres, avec tous les documents pour dédouaner le matériel, et j'attendais le camion, je savais qu'il devait arriver, et le camion n'arrivait pas.
Donc je prends l'initiative, je saute dans ma voiture, je fais les 15 kilomètres qui me séparent de Douvres, j'arrive sur le port et je vois le chauffeur qui, malheureux, tout seul dans sa cabine, abandonné de tous. Je comprends en voyant le chargement que c'est mon chargement, donc mon chauffeur. Je lui demande ce qui se passe et il me dit voilà, ils m'ont demandé des choses mais je parle pas anglais, j'ai rien compris. Ils m'ont laissé là. Mais ça fait combien de temps ? Ça fait 3 heures. Donc moi j'ai pris les choses en main, j'ai pris tous les documents de dédouanement et j'ai fait les procédures. Ouais, abandonner un camionneur français sur le parking du port de Douvres avant le passage en douane, ça les choquait pas, dans la mesure où il avait pas compris, donc il était pas censé ne pas comprendre, donc c'était normal de laisser ce pauvre homme attendre. Voilà un peu l'état d'esprit. Vous avez travaillé 4 ans sur ce projet. Qu'en retenez-vous à titre personnel ? En toute modestie, j'ai envie de dire une grande fierté, parce que même si dans le contrat de construction de ce tunnel, il était prévu qu'un deuxième tunnel soit étudié, c'était pour la pure forme, donc le deuxième tunnel n'a jamais été étudié, ne sera jamais construit. Donc on est sur un objet unique, du moins en Europe, avec une très grande ambition, avec des solutions techniques dont il n'y a rien acheté. Je pense qu'avoir imaginé 2 tubes séparés avec 2 cavernes de croisement à 1/3 de distance, permettant une grande souplesse d'exploitation, permettant la mixité des circulations, c'est-à-dire qu'on a 3 types de trains qui circulent dans ce tunnel, les trains navettes qui portent soit des voitures, soit des poids lourds, on a les Eurostars et d'autres trains à grande vitesse, et puis on a des trains de fret, donc ça fait une mixité de circulation qui n'est pas facile à gérer, qui est en elle-même un défi d'exploitation, et ça fonctionne. Donc on a construit quelque chose qui a réuni les 2 pays, qui a éliminé une partie des aléas des traversées maritimes, qui met Londres à 2h30 ou 2h20 de Paris. On a œuvré, je pense, alors aujourd'hui on dirait œuvrer pour la planète, il y a 35 ans on n'utilisait pas ce terme-là, mais on était tous convaincus de faire quelque chose d'utile, d'important, et on avait les moyens. Alors donc ça facilite la vie des ingénieurs. Quand le budget est significatif, ça permet de faire des choses solides, rigoureuses et ambitieuses. Donc voilà, une grande fierté et des bons souvenirs, et puis occasionnellement d'avoir peaufiné mon anglais. Et puis pour l'anecdote, j'ai trouvé le temps de me marier et d'avoir un enfant sur place, donc vous voyez que on vit quand même, on arrive à survivre en Angleterre. C'était les anecdotes les plus croustillantes de Michel à propos de son travail au sein du tunnel sous la Manche. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Métropolitique. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur rail.